Bonjour à tous, merci de votre présence. C'est une belle journée aujourd'hui. Je tiens à remercier Alain Escada pour sa présence aujourd'hui, pour l'éclairage qu'il va nous apporter. Je voudrais remercier la section Égalité et Réconciliation de Toulouse pour cette opportunité aujourd'hui, cette tribune qui nous est offerte, et également la section Midi-Pyrénées ainsi que la section Ariège pour sa participation active. Je vous donne un petit plan de l'après-midi. Donc Alain Escada va nous faire partager ses analyses sur le thème de la décadence urbaine. Nous ferons une petite coupure vers... il nous présentera ensuite la section Civitas de Toulouse. Il y aura un petit échange de questions-réponses. On fera une coupure aux alentours de 16h30. Ce sera l'occasion de retourner voir les stands, de se détendre un peu les jambes. On reprendra aux alentours de 17h. Et à ce moment-là, on fera une présentation de Prenons le Maquis avec des témoignages de personnes qui ont réalisé leur retour au rural. Donc c'est des gens qui sont venus de plus ou moins de proximité, mais la proximité c'est un peu relatif. Donc il y en a qui sont venus des Hautes-Pyrénées, d'Aude, d'Ariège, de Charente et des Pyrénées-Orientales. Et je crois qu'il y a des Bordelais aussi qui sont là, qui sont venus aujourd'hui. Donc vive la France. Et à 18h30, plus ou moins, ça sera une sorte de conclusion et il y aura un petit apéritif qui sera offert, histoire de passer un petit moment ensemble et de pouvoir échanger encore. Donc merci à vous pour votre présence. C'est très important de participer à ce genre d'événement. Alain Escada et Prenons le Maquis, ils font leur part, chacun fait sa part, mais vous de venir aussi à ces événements, c'est important, de nos jours comme de toujours. Voilà, donc merci Alain Escada, c'est à vous de parler. Alors, merci d'abord à Égalité et Réconciliation de m'inviter parce que, évidemment, on ne m'offre pas tant que cela une tribune pour dire des propos qui vont à contre-courant de ce que le système veut nous faire admettre. Le sujet, évidemment, correspond parfaitement à la finalité de Civitas et on va voir au cours de cet après-midi toute la complémentarité qui peut exister entre le message de Civitas et celui de l'association Prenons le Maquis. Et la façon dont, depuis longtemps, Civitas insiste beaucoup sur la nécessité du retour à la terre, du retour au rural. Je vais, avant de décrire l'évolution de la décadence urbaine, commencer par un petit rappel de ce qu'a été l'histoire de l'urbanisation, de façon à ce qu'on comprenne bien à la fois les finalités initiales de cette urbanisation, les dérives de celle-ci, et qu'on suive comme un fil chronologique la façon dont tout ça a évolué d'une façon de plus en plus négative. D'abord, un tout premier indice. En 1900, 10% de la population mondiale vivait en ville. En 2000, 50% de la population mondiale vit en ville. Selon les prévisions, en 2025, 60% de la population mondiale vivra en ville. Donc on voit que c'est un phénomène qui, en un siècle, a pris une accélération assez saisissante. Les premières villes, les premières mégapoles, pourrait-on dire, sont apparues dès l'Antiquité. Et plusieurs d'entre elles portaient déjà les stigmates des effets nocifs qu'elles allaient ensuite propager lorsqu'elles prenaient cette échelle de mégapole. On peut penser à Babylone, qui fut l'une des premières grandes mégapoles de l'histoire de l'humanité. Les grandes villes sous l'Antiquité sont apparues dans un premier temps avec comme finalité
de favoriser les échanges commerciaux. C'est à travers ce prisme-là qu'est d'ailleurs apparu l'essence même de la bourgeoisie. Le terme bourgeoisie vient du mot bourg, lui-même extrapolation de la mise en place au sein de la constitution d'une ville de ces échanges commerciaux. Au Moyen Âge, temps de la chrétienté, phare de la chrétienté en Occident, les choses se sont réglées sous un autre jour. Dans la ville du Moyen Âge, il y a deux aspects qui prédominent. Le premier, c'est qu'au centre de la ville, il y a Dieu. Toujours. C'est la place centrale, la cathédrale, l'église pour une ville plus modeste, mais à l'image de ce qu'est le Mont Saint-Michel, prototype même de construction d'une cité catholique, Dieu est au-dessus et au centre dans la conception d'une ville médiévale. La finalité spirituelle est essentielle. Le deuxième aspect qui va être prédominant dans la conception d'une ville médiévale, c'est la sécurité. La ville médiévale est une ville fortifiée. Elle sert à sécuriser non seulement les gens qui vivent à l'intérieur de la ville, mais les paysans qui vivent à proximité de la ville. Et la ville médiévale est rythmée à la fois par la cloche qui sonne l'heure liturgique et par le tocsin qui sonne l'alarme et ramène tous ceux qui doivent trouver abri à l'intérieur des murs fortifiés de la ville face à un envahisseur. On voit à quel point le concept même de ville médiévale et des priorités de la ville médiévale a totalement disparu de la conception moderne de la mégapole. Non seulement aujourd'hui, dans la ville moderne, Dieu n'a plus sa place, Dieu est chassé de la ville moderne. Mais l'homme ne trouve plus non plus sécurité dans la ville moderne. Au contraire, la mégapole urbaine est un lieu d'insécurité permanente. La ville moderne, issue du développement de la société hyper-capitaliste, hyper-industrielle et hyper-mondialisée, est aux antipodes. Elle est totalement antagoniste au schéma de la ville médiévale. Je rappelle encore un tout petit élément de la vie dans la ville médiévale. C'est quelque chose que l'on a totalement oublié, le rythme de vie. Parce que c'est très important. Aujourd'hui, vous êtes dans un rythme urbain extrêmement stressant, où vous êtes en permanence mis sous pression horaire, que ce soit par rapport à votre boulot, par rapport au temps que vous mettez pour rentrer chez vous, dans des conditions d'embouteillage, que ce soit lorsque vous prenez la voiture, ou dans des conditions de difficultés multiples lorsque vous prenez les transports en commun pour rentrer chez vous. Et les gens arrivent exténués chez eux, et la vie familiale en est complètement abîmée. Au contraire, dans la ville médiévale, le rythme de vie, le rythme quotidien de la ville médiévale, c'est le rythme de Dieu. C'est-à-dire que
toute la conception de l'horaire dans une ville médiévale occidentale est calquée sur le rythme liturgique. Et donc, c'est quelque chose qui semble incroyable sans doute à beaucoup de vos oreilles, mais on avait beaucoup plus de congés au Moyen-Âge qu'on en a aujourd'hui. Tout simplement parce que, par définition, on ne travaillait pas les jours dévolus à Dieu. Et à l'époque du Moyen-Âge, moment de gloire de la chrétienté, eh bien, les temps dévolus à Dieu étaient autrement plus nombreux que ceux d'aujourd'hui. Toutes les grandes fêtes religieuses étaient moments chômés, où donc toute la vie professionnelle, si je puis dire, s'arrêtait pour que tous puissent profiter de ce moment pour honorer Dieu. C'est quelque chose qui montre à quel point le prisme principal pour regarder la finalité de l'existence était complètement différent. Après la fin de la période médiévale, tout va évidemment changer. Cet aspect de prisme religieux va disparaître petit à petit, s'estomper puis disparaître au fil du temps dans le monde européen. Mais ce qui est intéressant à observer jusqu'au XVIIIe siècle, c'est qu'il y aura toujours cette complémentarité entre le monde paysan et le monde citadin. Parce qu'à l'époque de l'Antiquité jusqu'au XVIIIe, XIXe siècle, la ville a besoin des paysans pour se nourrir. La ville ne peut pas envisager un monde sans paysans, sinon elle est affamée. Et là encore, c'est une différence complète avec le mode de vie urbaine d'aujourd'hui, mondialisé. Non seulement le mondialisme a détruit une grande partie de la paysannerie, mais la façon dont vous vous nourrissez en ville, en tout cas pour la plupart de nos contemporains dans les grands centres urbains, ne repose plus que pour une infime part sur le produit de la paysannerie française. Le contenu de vos supermarchés est majoritairement issu de multinationales, de produits venant de l'étranger ou venant de l'industrie, mais pas venant du produit de nos paysans. Tout le mode de fonctionnement a été volontairement modifié pour laisser à l'abandon nos paysans. Et aujourd'hui, lorsque vous vous rendez au supermarché, allez au rayon viande, et vous allez trouver de la viande qui vient d'Argentine, du Chili, d'Australie, mais où est la part de viande qui vient directement de petits producteurs français? C'est la portion congrue. Et il en va de même pour toute la production, dans tous les produits de la paysannerie. On a complètement abandonné la paysannerie pour favoriser les multinationales et l'industrie agroalimentaire. Au XVIIIe siècle va se développer l'idée de l'opposition entre le monde paysan, le monde rural et le monde urbain.
Dans un premier temps, c'est notamment une vision de déjà cette décadence qui peut exister dans les grandes villes. Et vous vous souviendrez de la fable à propos des rats des villes et des rats des champs. Eh bien, c'est déjà une amorce de cette opposition que des intellectuels vont théoriser au niveau de cette opposition qui peut apparaître. Mais elle est encore mineure par rapport à ce qui va se développer au XXe siècle. C'est évidemment à partir de 1945 que les choses vont s'accélérer de plus en plus. 1945 parce qu'évidemment, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, s'amorce une première phase d'américanisation, l'American Way of Life. Le libérateur impose au continent européen ses goûts, ses coutumes, ses habitudes. Dans un premier temps, les GI vont volontiers, dans les villes qu'ils libèrent, distribuer aux enfants des bouteilles de Coca-Cola, du chewing-gum, des cigarettes, parce qu'à l'époque, on n'est pas encore dans les versions de censure à ce niveau-là, et les soldats américains distribuent volontiers des cigarettes aux enfants ou aux adolescents. Et donc, il y a vraiment, les témoignages sont multiples à ce sujet, il y a une façon qui n'est pas calculée encore à ce moment-là, mais qui en tout cas répand toute une série de produits américains inconnus jusque-là dans les villes et les villages de France. Et ce Coca-Cola auquel on commence à habituer nos papilles en 1945, eh bien évidemment, on va ensuite l'importer sur le continent. Dans un premier temps, l'importer directement des États-Unis, puis ensuite on va implanter sur le continent européen des usines de production de Coca-Cola. Et il en va de même pour toute une gamme de produits de ce qu'on appelle le mode de vie à l'américaine. On y reviendra. L'étape suivante qui va conduire à cette forme de décadence urbaine que l'on veut ici décrypter, c'est mai 68. Évidemment, avec le chamboulement de mai 68, se répand dans les villes la subversion, l'esprit révolutionnaire, et l'esprit subversif et révolutionnaire de mai 68 est bien évidemment un esprit de révolution sexuelle en même temps que de subversion de l'autorité et de la moralité. Les activités 68ardes nées avec Daniel Cohn-Bendit à la faculté de Nanterre, on se rappellera peut-être aujourd'hui, grâce à l'anniversaire de mai 68, qu'elles ont démarré sur des bases non pas très hautement théorisées, mais sur la volonté des étudiants garçons gauchistes de Nanterre de vouloir pouvoir se promener dans les dortoirs des filles étudiantes de l'université de Nanterre à un moment où c'était interdit. C'est la base d'une série de revendications qui vont aller croissantes vers une révolution sexuelle qui va évidemment se développer immédiatement dans les grandes villes, Paris, Bordeaux, Nanterre, etc. Toutes les villes universitaires d'abord, puis ensuite toutes les grandes villes.
Et on va voir, dès mai 68, s'additionner le mouvement communiste au mouvement homosexuel, lesbien. Ce sont les premières apparitions en France de groupes organisés LGBT qui vont propager leurs revendications dans les sphères étudiantes et les coupler systématiquement à la propagande marxiste révolutionnaire. En 1975 s'opère une nouvelle étape de ce chemin vers la mégapole mondialisée. C'est à la fin des 30 Glorieuses. Les supermarchés vont commencer à s'implanter, et plus ils s'implantent, plus ils vont être suivis, évidemment, de la disparition progressive du petit commerce. Plus les supermarchés se développent, plus les petits commerces se portent mal, et petit à petit, nous en arrivons à la situation que nous connaissons aujourd'hui, où vous vous promenez dans n'importe quelle grande ville, et vous êtes face à une multitude d'espaces commerciaux vides, parce que les petits commerçants ont fait faillite, ou bien les commerçants sont arrivés à un âge où ils cessent leurs activités et où personne n'est là pour prendre le relais et maintenir cette activité de petit commerce. Après cela, se met en place une transformation architecturale dans nos grandes villes. C'est l'apparition des grandes tours. Ces tours qui, là encore, sont initialement produits d'une conception américaine. Quelle est l'histoire des tours? Les tours sont nées dans les années 30 aux États-Unis, dans un but bien précis. Elles devaient symboliser les centres décisionnels économiques. C'est ce qui va être défini comme concept de l'architecture verticale. On construit vers le haut, alors qu'avant cela, l'architecture était horizontale. Les villes s'étendaient horizontalement. À partir des années 30 aux États-Unis, on développe cette idée d'architecture verticale. Mais aux États-Unis, toutes les premières tours sont systématiquement destinées à abriter des bureaux des centres décisionnels économiques. Ce n'est pas destiné, à l'époque, à du logement. Et vous vous rappellerez tous des tours du World Trade Center à New York. Eh bien, elles symbolisent bien cette conception de l'utilisation économique de la tour, puisque le World Trade Center, c'était 400 000 mètres carrés de bureaux et 130 000 employés. Donc on est vraiment dans une immensité, quelque chose d'inhumain, mais qui était bien dans cette conception du tout à la finance. Chez nous, évidemment, ces tours, à partir des années 70-80, elles vont se développer dans les grandes villes, là encore, comme à l'américaine, dans un premier temps, pour symboliser des pôles de décision économique. Ce vont être des sièges de banques, des sièges de multinationales. Et ensuite, on va dévier de cette première finalité et on va voir l'émergence de tours cage à poules dans les banlieues pour compresser dans des conditions exécrables un maximum de gens sur un minimum d'espace. Ce processus-là, il va, hélas,
se développer de plus en plus avec l'idée même de mégapole qui semble être aujourd'hui un rouleau compresseur dans le monde moderne planétaire. Parce que ce n'est plus un schéma uniquement occidental, c'est désormais un schéma planétaire, comme je vous l'ai rappelé en introduction de cette conférence. En 2025, 60% de la population mondiale devrait vivre dans une grande ville. Et donc, on en est à imaginer des mégapoles souterraines. Au Japon, où on connaît déjà de nombreuses villes surpeuplées, Tokyo, par exemple, était la ville la plus peuplée au monde dès 2001, avec 27 millions d'habitants pour une seule ville. Eh bien, on a créé le concept d'urbanisme souterrain avec des projets de complexes immobiliers en sous-sol qu'on appelle des cités iceberg. Il va de soi que dans le processus de mondialisation, ce type de concept qui se teste au Japon ne tardera probablement pas à être exporté ailleurs. Et l'immigration, qui est un autre phénomène du mondialisme et qui amène à accentuer la densité de population dans les grandes villes européennes, va sans aucun doute accélérer, accentuer ce processus et nécessiter la construction de grands blocs, de grandes tours surélevées ou de constructions souterraines pour héberger tout ce petit monde. Et on se retrouve dans des scénarios de science-fiction. Les villes souterraines, cela était l'objet de quantité de scénarios dans la science-fiction. Et comme dirait Pierre Hillard, souvent la science-fiction n'est que de l'anticipation. Et je ne sais pas qui d'entre vous aurait envie de vivre dans une cité souterraine, de rentrer chez lui le soir pour se plonger au moins 10, compressé, à entendre sans doute la rame de métro parallèle. Enfin, un monde formidable, n'est-ce pas ? Ce monde vers lequel on nous conduit, c'est bien de la décadence. C'est bien de la décadence urbaine à tous les étages, dans tous les domaines. Je voudrais vous parler de la robotisation, vite fait. C'est quand même un élément très important de la transformation qui va également s'observer dans tous les grands centres urbains. On parle depuis 2016 au forum de Davos, ce grand forum des décideurs économiques, de 4e révolution industrielle. La 4e révolution industrielle, pour eux, c'est la robotisation croissante, l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies, les objets connectés, les nanotechnologies et le développement de l'impression en 3 dimensions. À quoi tout cela va aboutir ? Dans un premier temps, on le voit déjà, à un processus de perte d'emploi. En 2016, alors je tiens à répéter les chiffres évolutifs parce qu'en 2016, à Davos, on avouait beaucoup plus les choses qu'en 2018-2019. Maintenant, lorsqu'on vous parle de la 4e révolution industrielle et de la robotisation, on ose vous dire que cela va être certainement générateur d'emplois. En 2016, à Davos, on était plus sincère. Les prévisions de Davos annoncées en 2016,
c'est qu'en France, d'ici 2020, c'est demain, 7,1 millions d'emplois seraient perdus à cause de la robotisation et de l'intelligence artificielle. 7,1 millions emplois perdus à cause de la 4e révolution industrielle en France. Alors, pour tempérer, on vous disait que 2,1 millions emplois seraient par contre créés dans les domaines des nouvelles technologies en France d'ici 2020. Ça laisse quand même 5 millions d'emplois de déficit. Et on verra quand même aussi qu'on peut difficilement croire que la caissière qui va perdre son emploi demain va retrouver un emploi de programmatrice de robots après-demain. En 2018, Davos signalait encore de nouveaux chiffres. Elle prévoyait dans le monde, d'ici 2022, 73 millions d'emplois perdus à raison de la robotisation. On commence à avoir des chiffres beaucoup plus alarmants. Je reviens en 2016, Klaus Schwab, qui est le fondateur et l'organisateur du Forum de Davos, déclarait « Les gouvernements seront confrontés à un chômage grandissant et à des inégalités croissantes, alors que les entreprises verront leur marché de consommation se contracter. » Bien sûr, contrairement à ce qui nous est aujourd'hui promis dans la propagande gouvernementale et celle de la haute finance, plus d'emplois, une nouvelle croissance, une économie qui repart. En réalité, avec la 4e révolution industrielle et une augmentation massive du chômage, c'est donc une augmentation aussi massive de la perte du pouvoir d'achat, et donc toute l'économie va s'en ressentir. Seule une faible part va en bénéficier. Elle est toujours aux mains des mêmes, ce sont les spéculateurs, les usuriers, les banquiers, la haute finance apatride et cosmopolite. D'ici 2022, les machines devraient effectuer 42% de toutes les tâches actuelles sur les lieux de travail. 42% de toutes les tâches actuelles en matière de travail. Le plus alarmant des rapports au niveau de ces conséquences est fourni par le cabinet de conseil McKinsey, un cabinet de conseil américain qui n'est certainement pas ni proche de la dissidence, ni proche de la paysannerie, ni proche des traditionalistes, et qui considère que l'automatisation, en réalité, de façon objective, supprimera d'ici 2030 400 à 800 millions d'emplois dans le monde. Ce sera un effondrement gigantesque, massif. Les pays industrialisés seront bien sûr les plus affectés, les États-Unis, l'Europe, le Japon. Une étude de l'université d'Oxford énumère les métiers qui seront voués très rapidement à disparaître. Tout ce qui concerne le télémarketing, les analystes, les caissières et caissiers, les secrétaires, les dockers, les comptables, les employés de banque, les réceptionnistes, les arbitres sportifs, les ouvriers assembleurs. Ce sont autant de métiers qui vont être confiés dans un tout proche avenir à des machines. En septembre 2018, LCI présentait parmi les innovations du futur le robot policier, le drone secouriste. Vous voyez, c'est à l'infini. De plus en plus de métiers, de tâches qui vont disparaître, au moins en partie, au profit de la machine.
Il y a bien sûr la voiture autonome, celle qui permettra, lorsque plus personne ne sera au volant d'un véhicule, que par 2 clics, la personne considérée comme malpensante soit envoyée dans le fossé sur base d'une simple programmation informatique. Il y aura sous peu les robots tueurs autonomes. On en a déjà présenté dans plusieurs salons de l'industrie de l'armement, que ce soit armement israélien ou armement américain. C'est eux qui sont évidemment les plus performants en la matière. On en arrive même à ce que des tableaux ou des compositions musicales soient créées à la manière d'eux, sur base d'une programmation informatique qui additionne des compositions musicales d'un auteur ou des compositions artistiques d'un peintre et qui demande ensuite à la machine de créer de nouvelles compositions artistiques. Bref, la déshumanisation des métiers, même les plus cérébraux et artistiques, va avancer à très grande vitesse. La déterritorialisation radicale des activités humaines va évidemment aller de pair. On prévoit que dans peu de temps, une grande partie d'universités vont proposer de suivre des cours à distance plutôt que de proposer à leurs étudiants de se rendre dans les auditoires. Et il en ressortira bien sûr une déstabilisation des structures sociales, accouplée à, comme toujours, un renforcement des instances de domination financière, la haute finance, toujours gagnante, et domination militaire, parce que le pouvoir aura de plus en plus besoin d'outils répressifs pour maîtriser toutes les contestations qui vont inévitablement se développer sur base d'une accentuation du désordre social, du chômage, du mal-être urbain, de la vie dans des conditions de plus en plus inhumaines, destructrices. Que retenir de tout ça ? Eh bien, que cela rentre totalement dans ce que Jacques Attali, comme par hasard, avait écrit dans Une brève histoire de l'avenir. Tout ce qui se passe en ce moment sous nos yeux, c'est ce qui a été annoncé par Jacques Attali. Alors je rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas parmi vous, mais peut-être parmi ceux qui regarderont cette conférence à travers la vidéo, M. Jacques Attali, membre du Congrès juif mondial, est un conseiller permanent de l'Élysée, quel que soit celui qui occupe l'Élysée. Qu'il s'agisse d'un président socialiste, d'un président de la droite UMPiste, aujourd'hui républicain, qu'il s'agisse de l'enfant des Rothschild, Macron, dans tous les cas, quel que soit l'occupant de l'Élysée, Jacques Attali est toujours le conseiller du président, conseiller occulte du président. C'est quand même lui qui avait notamment déclaré lors d'une réunion du Congrès juif à Londres que la communauté juive britannique payait une partie des imams de Grande-Bretagne et qu'il fallait que la communauté juive de France envisage de faire de même dans les plus brefs délais. Ça vous donne une idée de la façon dont on envisage une maîtrise complète de tout le paysage en tout milieu. Ces gens-là ne mettent aucun pion de l'échiquier. Tout est maîtrisé pour eux, ou tout doit être maîtrisé pour eux. Donc, ce qui se passe, oui, c'était décrit dans Une brève histoire de l'avenir, c'est l'immigration. Jacques Attali l'avait annoncé dans son livre Une brève histoire de l'avenir, des vagues massives de migrants déferlant
sur le continent européen de façon incessante pour transformer complètement la nature de la population européenne. Eh bien, il l'avait prédit, et incontestablement, elle s'opère sous nos yeux et elle ne cesse de s'accroître. Jacques Attali avait aussi, dans son même ouvrage, décrit et développé différentes phases de la révolution sexuelle, annonçant à quel point, au fil du temps, il y aurait séparation entre la sexualité considérée comme récréative, selon eux, et la procréation, désormais artificielle pour eux. Il faut que dans leur schéma, dans ce schéma mondialiste, la procréation soit obsessionnellement artificielle. C'est le développement de la PMA, ensuite de la GPA, ensuite de l'utérus artificiel, ensuite de l'enfant synthétique et du transhumanisme. Et je tiens à rappeler vraiment cette finalité parce que le débat sur la PMA, c'est aussi un débat très actuel. Et on sait qu'une série de personnes frappées par la stérilité, eh bien, vivent cela avec beaucoup de difficultés, de souffrances. Et donc, cette possibilité de PMA, de procréation médicalement assistée, elle leur semble légitime, mais ils doivent comprendre que pour le bien commun, ils ne peuvent se rendre complices de cela, qu'ils doivent s'accrocher au réel, à l'ordre naturel des choses, et ne pas se laisser séduire par des tentations diaboliques, parce que ce saucissonnage est toujours assorti d'une étape suivante, beaucoup plus nocive et beaucoup plus démoniaque. La PMA engendre nécessairement la GPA engendre nécessairement l'utérus artificiel, suivi de l'enfant synthétique, suivi du transhumanisme. Je reviens, et j'imagine que j'approche de la fin de mon temps de parole, mais je vais essayer d'être aussi synthétique que possible. Un autre moment clé de tout cela sera la disparition de la monnaie liquide. Je signale que dans un document, tout ce qu'il y a de plus officiel, gouvernemental, du gouvernement d'Emmanuel Macron, il est prévu que l'État français entame à partir de 2025 le processus de disparition de l'argent liquide. De façon progressive, bien sûr, mais il devrait s'entamer en France à partir de 2025. Notre temps est compté. Et c'est un des éléments clés qui doit faire basculer les plus lucides et faire comprendre la nécessité de s'engager vers le retour à la terre, le retour au rural. Comme a dit un grand maréchal, la terre ne ment pas. Et effectivement, la terre, elle ne ment pas, contrairement aux banquiers, aux Rothschild, aux Attali et à tous leurs usuriers et spéculateurs. C'est vers elle qu'il faut se tourner, c'est vers elle qu'il faut se tourner pour échapper à l'emprise du mondialisme. La décadence urbaine que l'on observe, elle va devenir totalement insupportable pour toute famille attachée à quelques principes élémentaires. C'est déjà fortement le cas aujourd'hui, mais ça va être le cas dans des proportions qui dépassent l'imagination. Aujourd'hui, bien sûr que les mégapoles urbaines, elles sont des lieux où se développe la violence, beaucoup plus que dans le monde rural. Elles sont
Et sont des lieux où s'agglutine l'immigration, bien plus naturellement que dans les zones rurales. Et même s'il existe un plan visant à répartir les demandeurs d'asile, comme on dit, dans l'ensemble des communes de France, il n'empêche que là encore, la réalité du terrain est intéressante. Observez que dans beaucoup de petites communes très rurales, où les paysans ont gardé le caractère bien trempé de la paysannerie d'autrefois, eh bien les immigrés qui arrivent à 10 logés de façon un petit peu spartiate, finalement, ça les intéresse pas trop de rester dans la petite campagne, la petite bourgade où il n'y a ni cinéma, ni boîte de nuit, ni filles à draguer, ni éléments correspondant au mode de vie décadent qu'on leur a promis dans l'Eldorado occidental. Et donc vous avez beaucoup de ces demandeurs d'asile qu'un véhicule officiel de l'État a déposé dans une toute petite commune du fin fond de la ruralité française, qui au bout d'un mois ont disparu. Totalement disparu, ils ont laissé leur couchette vide et ils sont repartis, on ne sait pas où, dans la clandestinité et probablement dans un endroit obscur et clandestin de la région parisienne ou d'une autre grande ville. Et donc, la réalité de la terre, la réalité de la ruralité, eh bien, elle est source d'autodéfense. Elle a un statut quasiment immunitaire qui la préserve, en tout cas beaucoup plus que la vie en ville des conséquences négatives de l'immigration orchestrée par les mondialistes. La mégapole urbaine, elle est aussi synonyme de nomadisme. C'est aussi un des signes du temps, du mondialisme. Le nomadisme et le mondialisme vont de pair, bien sûr. Et on le sait, l'emploi dans les grandes mégapoles urbaines, elle est reliée à des privilèges offerts aux multinationales. Les États européens, dans leur très grande majorité, ont comme logique politique économique de favoriser systématiquement les multinationales contre les petites entreprises, de favoriser les supermarchés contre les petits commerces. Et donc, ce qu'on observe, c'est que le marché de l'emploi, dans les grandes villes, est de plus en plus tributaire de ces multinationales. Et donc, comme il en est tributaire, de plus en plus d'emplois sont d'un seul coup conditionnés par des propositions de déplacement. C'est le nomadisme. Vous voulez conserver votre emploi, notre siège déménage. Vous êtes à Bordeaux, nous allons nous installer à Berlin. Vous êtes à Nantes, nous allons nous installer à Bucarest. Et bien sûr, vous pouvez nous suivre, mais vous serez payé évidemment avec le salaire de Bucarest. Et ça signifie que vous aurez quelques difficultés ensuite pour revenir voir vos vieux parents lorsqu'ils seront malades en France. La mégapole urbaine, elle est aussi synonyme permanente de déracinement. Et on l'observe avec le charnier architectural, c'est-à-dire que tout le patrimoine architectural des grandes villes est soumis à des phases successives de destruction dans la grande majorité pour faire place à de l'art contemporain, à des monstruosités qui coûtent des prix absolument scandaleux et devant lesquels nous sommes priés de nous extasier. De la pyramide du Louvre passez-moi l'expression, au Pleuganal place Vendôme, on est censé systématiquement applaudir
ébahis devant tant de créativité contemporaine et se dire, mais bien sûr, ça valait la somme absolument inouïe déboursée par l'État pour avoir ce symbole de l'inversion la plus dégénérée, remplaçant le sapin de Noël devant les bijouteries de luxe pour sans doute les maîtresses des grands banquiers de la haute finance qui, venant chercher leur parure pour le réveillon de Nouvel An, se diront « mais quel formidable plug anal, ça au moins ça démontre que nous sommes dans un pays tellement évolué, tellement à la pointe de l'intelligence, de la modernité, de l'acceptation de l'autre, de la mise en valeur des différences. » Voilà, tout ce que je vomis intégralement de A à Z. Bien sûr aussi, la mégapole urbaine, elle est synonyme de mauvaise santé. Parce que c'est dans cette mégapole urbaine que vous allez être confronté systématiquement à de la nourriture qui est qualifiée à juste titre de malbouffe. Parce que vous allez y vivre dans un climat de pollution permanente qui est réel. Je ne parle pas de réchauffement climatique, c'est un autre débat, mais de pollution. La pollution, elle est réelle. Dans les mégapoles, tout est fait pour développer cette pollution et nous sommes confrontés à un vrai mal-être dans ces grandes villes. Parce que c'est l'uniformisation aussi partout. Dans la grande ville, qu'elle soit Paris, Berlin, Tokyo, Brasilia, on boit coca, on mange hamburger, on a des Nike aux pieds et on écoute les mêmes débilités musicales par des bimbos dénudés nous vantant la bisexualité ou une autre déviance au nom d'un monde universel et d'une nouvelle religion New Age où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde il s'aime, tout le monde il s'embrasse, voire plus ses affinités. Tout ça ne peut objectivement pas être le lieu où l'on souhaite élever ses enfants. Tout cela ne peut objectivement pas être le décor que l'on souhaite pour que ses enfants grandissent et se construisent. Cette laideur, cette décadence, cette dégénérescence, elle engendre au contraire le développement du vice. Qui a envie que lorsque son enfant se rend sur le chemin de l'école, il soit confronté tour à tour à une tente plantée sur la rue avec un sans-abri en train de dormir dans la misère sur le trottoir, une mendiante Rome qui fait la manche, un transgenre qui tente de séduire le badaud, un panneau publicitaire qui vante un site pornographique, de la pub dans le métro qui vous propose de prendre
un troisième smartphone version XXG avec les dernières nouvelles applications, avec la possibilité pour le financer de prendre un nouvel emprunt auprès des mêmes banquiers? Qui a envie de cela comme monde pour ses enfants, pour son avenir? Qui tout simplement a envie de construire un foyer, de proposer ça à sa jeune épouse? Ce monde-là, il faut qu'il disparaisse. Il faut qu'il soit détruit. Et hélas, dans la situation actuelle, nous n'avons pas les moyens de le détruire. Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, et si Dieu veut, tout cela à un moment sera à nouveau détruit, et sans doute pour le plus grand bien de l'humanité. Mais nous avons le devoir de nous organiser pour mettre nos familles à l'abri, pour conserver notre mode de vie, pour conserver nos coutumes, nos traditions, pour conserver la loi naturelle, pour conserver et transmettre le beau, le bien, le bon. Et c'est pour cela qu'il est impératif que nous encouragions encore et encore et encore au retour au monde rural. Et bien des objections vous seront opposées. Comment vais-je trouver un emploi dans la campagne? Mais je vous assure, mieux vaut vivre avec votre petit potager à la campagne, dans un cadre de vie sain, plutôt que de vivre dans un taudis de HLM avec le SMIC, dans un monde absolument à vomir. N'hésitez pas un seul instant. Organisons-nous en communauté, en réseau. Envisageons de reprendre les petites communes. Ne négligeons aucun des aspects. Des élections municipales qui vont avoir lieu en 2020, où il y a des opportunités extraordinaires de prendre des responsabilités dans des petites communes. Je vous signale à toute fin utile que d'ores et déjà, il y a en ce moment même plus de 2000 communes où il n'y a strictement personne qui veut aujourd'hui être maire. Premier qui lève le doigt, il est maire. Ça vous donne des perspectives dans le cadre d'une reconquête dans le monde rural. Reconstruire des communautés, des réseaux solidaires, développer, comme va l'expliquer tout à l'heure, prenons le maquis, vraiment une mise en place de potagers, de culture, d'agriculture. C'est cela l'enjeu. Y implanter des écoles hors contrat, y implanter des chapelles, y implanter des petits commerces, y implanter des activités d'artisans. C'est cela l'avenir du pays réel, c'est cela l'avenir de la France que je vous souhaite. Merci beaucoup. Je signale, avant de répondre à vos questions, pour les plus courageux, ceux qui sont prêts à faire une certaine distance, un rendez-vous commun, c'est la fête du pays réel, le samedi 30 mars. C'est le 30 mars à Rungis, dans un grand espace, un grand zoning industriel que nous louons pour l'occasion, où seront réunis plus d'une centaine d'exposants
de nombreux auteurs, éditeurs, des artisans, des petits producteurs, des petits viticulteurs, etc. Et où il y aura aussi le stand de contre-culture, de Prenons le maquis, du bon sens. Et donc, c'est une occasion vraiment de rompre l'isolement, de voir à une grande échelle que vous n'êtes pas les derniers des Mohicans. Un jour comme aujourd'hui, c'est déjà une bonne occasion de le vérifier, mais le 30 mars, c'est encore à une échelle plus importante où vous avez des gens de toute la France qui sont là, qui vous montrent la richesse de ce pays réel, la diversité des métiers, des associations, des talents. Vous avez des peintres, des artistes, des chanteurs, des écrivains, des illustrateurs, des dessinateurs de bandes dessinées pour enfants ou de livres pour enfants. Vous avez vraiment une vaste gamme. Et je pense qu'on a tous besoin de se retrouver dans des grands moments de synergie, où on voit qu'il y a une vraie richesse, une vraie combativité qui existe encore, une vraie diversité de talents, et on repart de cela gonflé à bloc, et cela permet de riposter beaucoup plus facilement les jours, les semaines et les mois qui suivent face à toutes les adversités que l'on rencontre. Voilà, le 30 mars à Rungis, si vous le voulez. On va passer aux questions-réponses. Donc, si des personnes veulent poser des questions, vous levez la main et posez des questions qui sont des questions. Bonjour. Bonjour. Ça fait 5 ans que je ne suis plus parisien, que j'ai la terre et je suis venu ici pour trouver les bonnes idées pour l'exploiter. Je pourrais pas être le 30 mars à Paris. Par contre, je passe le message que EasyJet est à 58 € aller-retour pendant encore une semaine, 10 jours. Pour ceux qui ont peu de moyens, c'est moins cher que le covoiturage. Merci. Quelqu'un a une question ? Bonjour monsieur. Bonjour madame. Merci d'être parmi nous. Je vais vous poser une question un peu surprenante pour une mère de famille, mais aujourd'hui, quand on a un fils qui veut s'engager, qui veut être Saint-Cyrien ou dans la police ou dans la gendarmerie, c'est quand même compliqué. Vous conseillez de faire abstraction de ce genre de métier actuellement, parce qu'ils sont quand même... Alors, disons que je distingue plusieurs corps. Évidemment, aujourd'hui, la gendarmerie, la police, les compagnies républicaines de sécurité ne sont pas les lieux où l'on aime voir les jeunes garçons s'enrôler compte tenu qu'ils deviennent des milices de la République contre le pays réel. L'actualité des Gilets jaunes en témoigne abondamment et on a l'impression d'une certaine façon, d'être aux portes de ce qui a été vécu en 1905, lorsque la République a envoyé la gendarmerie et l'armée enfoncer les portes des églises, expulser des congrégations religieuses en ayant mis la baïonnette au fusil, tirer sur des catholiques, comme ça a été fait en 1905, lorsque des catholiques ont refusé que l'armée ou la gendarmerie entre dans les églises, ils ont tiré. Donc on se dit que 1905, c'est pas si loin que cela, à vue de l'échelle de l'histoire, et que quand on observe ce qui se passe en ce moment, et depuis 14 semaines, lorsque je parle aujourd'hui, les auditeurs, on sera sans doute beaucoup plus loin que cela, mais oui, c'est vrai, ça n'est pas de nature à nous encourager à conseiller ce métier-là. Au niveau de l'armée, c'est un peu plus compliqué. C'est une merveilleuse fonction, c'est une merveilleuse mission. C'est l'un des métiers les plus nobles. Saint-Cyr est auréolé d'une histoire, d'une tradition, d'une épopée, d'un héroïsme auquel on ne peut que rendre hommage. Après, le contexte géopolitique fait que là encore, on a vu au fil des dernières années l'armée française être envoyée dans des missions qui ne servent pas la France, qui ne servent pas la patrie française,
mais qui servent des intérêts mondialistes, cosmopolites. C'est toute la difficulté à ce moment-là. J'ai connu des officiers qui ont démissionné lorsque ils ont été envoyés au Kosovo. Je pense que certains officiers ne sont pas très heureux de ce qu'on les envoie faire au Mali ou au Moyen-Orient. Donc, je suis partagé parce que c'est une expérience qui doit nous être profitable demain. Qui veut un pouvoir un jour a besoin de l'armée ce jour-là. Laisser l'armée entièrement à nos ennemis, c'est nous condamner à être dans l'opposition pendant longtemps. Lorsque des circonstances extraordinaires arrivent, parce que le pouvoir ne se gagne jamais par les élections pour notre camp, je le dis, je le martèle, c'est une illusion de croire que notre camp, si l'on parle de notre camp au sens du plus lucide de notre camp ne gagnera pas le pouvoir par des élections. Mais notre camp peut reprendre le pouvoir par des circonstances exceptionnelles. C'est la leçon de l'histoire. Et dans ce cas-là, dans ces circonstances exceptionnelles, il faut avoir une série de moyens humains sur lesquels se reposer. Des intelligences pour occuper les fonctions qui permettent de régir un État, et le métier des armes, parce que c'est celui qui permet de rétablir l'ordre. Donc c'est là que voilà, j'ai du mal à dire d'abandonner l'armée. Voilà. De la même façon que je considère qu'il faut continuer à vouloir investir dans la justice, à investir dans la magistrature, à investir dans le métier des avocats, à investir dans le métier des professeurs d'université, parce qu'il faut que nous reprenions les rênes. Pour l'instant, nous sommes une minorité agissante, une minorité opprimée, une minorité discriminée, mais c'est à nous de vouloir être conquérants en nous rappelant les leçons de l'histoire. À de multiples reprises, l'histoire nous montre que l'on peut vivre de longues périodes d'occupation sous une forme ou une autre et s'en libérer par la grâce de Dieu à un moment dans des circonstances exceptionnelles que nul n'espérait encore. Voilà. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Je partage tout à fait votre constat sur le fait que la reconquête repassera par la reconquête aussi de la ruralité et je voudrais que vous nous en disiez un peu plus sur votre plan entre guillemets par rapport aux mairies, parce que on sent bien que s'il y a aussi autant de communes qui sont libres de vacants au niveau des maires, c'est aussi parce qu'ils n'ont plus aucun pouvoir. Et qu'ils organisent tout aussi là aussi par la globalisation de la communauté de communes qui enlève tous les pouvoirs aux maires locaux. Donc quel est votre projet par rapport à ça ? Alors effectivement, il y a une évolution territoriale qui a énormément affaibli le pouvoir des maires, j'en suis bien conscient. Ceci dit, même sous la forme actuelle, il reste une série de pouvoirs qui permettent de faire des choses utiles. Je pense que le bien commun, cela s'amorce par des tas de petites choses. Des choses qui peuvent avoir l'air insignifiantes, mais qui, additionnées les unes aux autres, commencent par changer les mentalités. Et on ne gagnera pas le pouvoir sans avoir préalablement gagné les esprits et les âmes. Donc il faut d'abord changer les mentalités de ceux qui nous entourent avant de rêver de reprendre les rênes décisionnelles.
Et donc la commune y est un parfait élément parce qu'elle est à une échelle accessible. Ensuite, pour compenser la difficulté de la nouvelle répartition des pouvoirs à l'échelon des maires, je pense qu'il est évidemment indispensable d'agir avec tactique et stratégie. La politique, à ce niveau-là, elle ne se distingue pas de l'art militaire. Il faut de la tactique, il faut de la stratégie. Et en l'occurrence, si l'on veut agir avec intelligence, tactique et stratégie, il faut ambitionner de se présenter dans une série de communes frontalières, limitrophes, de façon évidemment à, si possible, s'emparer du pouvoir de mairie dans une zone de petites communes qui font que, à l'échelon suivant de l'agglomération de communes, vous vous trouvez en position influente. Voilà. C'est ça la manière d'opérer. Si vous êtes un pion isolé, vous êtes une voix émiettée, ce qui ne veut pas dire qu'elle est nulle. Mais si nous agissons de façon ordonnée et que nous parvenons à repérer des lieux où 4, 5, 6 communes limitrophes sont accessibles, cela devient un véritable enjeu de pouvoir. Ensuite, il faut avoir conscience de toutes les compétences que ça inclut. Et c'est énorme, hein, en réalité. Donc, cela peut être une véritable contre-révolution à l'échelon local. Ce doit être un laboratoire de réorganisation du pays réel. Si nous parvenons à prendre la main sur une série de communes limitrophes. C'est tout ce que je nous souhaite comme victoire en 2020. Et cela demande pour autant, évidemment, qu'il y ait parmi vous beaucoup de gens qui montent au créneau, en sachant que ce n'est pas nécessairement la chose la plus agréable, que c'est quasiment un sacerdoce, parce que maire d'une petite commune, ça ne rapporte que des cacahuètes. Ce n'est pas une fonction de député ou de sénateur, voilà. C'est pour le bien commun. Et il faut le voir comme cela. C'est une action pour le bien commun, pour la reconquête. Mais c'est à notre portée, c'est encore à notre portée. Il ne faut pas rater le coche. Exactement comme lorsque je vous signalais tout à l'heure qu'à partir de 2025 doit normalement s'enclencher le processus de disparition de la monnaie, ça veut dire que si nous n'avons pas été en mesure, à ce moment-là, d'avoir pris la main sur une série suffisante de communes pour organiser des voies alternatives, comme le troc ou la monnaie locale, nous serons des dissidents en voie d'extinction. Parce que qui sera repéré, en 2 clics, sera mis à mort économiquement et socialement. Lorsqu'il n'y a plus d'argent liquide, ça signifie que vous êtes entièrement tributaire de la banque et de l'informatique. Et on sait que ni l'une ni l'autre ne sont aux mains des gens de chez nous. Ça veut dire qu'en gros, à partir de ce moment-là, si l'argent liquide n'existe plus, on sait tout de vous. Vous lisez un livre de contre-culture, on le sait et on sait lequel. Vous adhérez à Civitas ou vous adhérez à Égalité Réconciliation, on le sait. Vous lisez Rivarol, on le sait. Vous mangez bio en achetant un petit paysan local, on le sait.
S'il n'y a pas le troc, s'il n'y a pas la monnaie locale, on le sait. Ça veut dire que toute marge de manœuvre disparaît. Là, l'opposition, vraiment, n'existe que de façon tolérée. L'opposition ne sera plus tolérée que lorsqu'elle est gentille. Dès qu'elle est gênante, elle disparaît d'un clic. Or, on sait d'ores et déjà aujourd'hui à quel point on a des ennuis avec les banques. Je pense qu'égalité et réconciliation en est un parfait exemple avec des comptes que l'on ferme. Et Civitas n'est pas exempt du problème. Là, nous avons reçu hier un recommandé nous signalant que le CIC nous annonçait que notre compte en banque serait fermé pour la mi-avril. Sachant qu'il faut un délai assez long pour aboutir au processus administratif auprès d'une autre banque, il faut déjà la trouver, et puis ensuite il faut que le dossier avance. Vous voyez à quel point le régime, le système est extrêmement vicieux, pervers, parce qu'il agit, comme le disait Solzhenitsyn, dans le cadre d'un totalitarisme démocratique. Souvenez-vous de Solzhenitsyn. Solzhenitsyn, c'est le plus célèbre dissident sous l'Union soviétique. Il a été emprisonné au goulag. Il a écrit des livres merveilleux qu'il faut absolument relire parce que le contexte de l'Union soviétique, comparé à celui qui est en train de se mettre en place dans le cadre d'un totalitarisme mondialiste, il y a plein d'enseignements à en retirer. Et quand Solzhenitsyn a reçu l'autorisation de quitter l'Union soviétique, il a visité l'Occident. Il a été invité aux États-Unis, il a été invité en Europe, et il a tiré de cela rapidement une leçon. Il a décrit ce qui était perceptible sous ses yeux en Occident, c'est ce qu'il appelait le totalitarisme démocratique. Vous avez l'illusion de la démocratie, mais le totalitarisme est bien là. Vous avez l'illusion d'être libre, mais vos libertés sont minimes. Vous avez une laisse, et bientôt vous aurez la muselière. Donc, réfléchissez, oui, à tout ça. Bonsoir, Monsieur Escala. Merci pour cette conférence très intéressante. Je voulais avoir, s'il vous plaît, votre avis sur l'ingénierie sociale, en fait, le formatage de la pensée, donc qui a lieu en fait à tout âge, et notamment, je pense à la petite enfance, où on voit que il y a quelques jours, on a voté en France le fait que la scolarité devienne obligatoire dès l'âge de 3 ans. Et en fait, on se rend compte que les enfants mis dans l'école publique, en fait, sont totalement aux mains des instituteurs et ensuite des professeurs. Donc, comme disait, je ne sais plus quelle femme politique, les enfants nous appartiennent, en fait. Les enfants n'appartiennent pas à leurs parents, mais appartiennent à l'État. Donc, Laurence Rossignol, si ma mémoire est bonne. Donc, est-ce que, personnellement, vous préconisez, est-ce que les parents prennent en charge l'éducation de leurs enfants à la maison ? Alors, pour moi, il y a, pour l'instant, encore 2 hypothèses, hein, et là encore, c'est avec une épée de Damoclès, il faut en être bien conscient. À l'heure actuelle, il existe soit l'école hors contrat, je dis bien hors contrat, parce que souvent des gens se laissent berner par l'école sous contrat. Il y a l'école de la République, il y a l'école sous contrat et l'école hors contrat. Beaucoup de gens dans les milieux bien pensants s'imaginent encore que dans les écoles sous contrat, ils préservent leurs enfants, et on observe qu'au contraire, les écoles sous contrat sont très largement contaminées, un peu moins que les écoles de la République, mais quand même très largement contaminées, y compris par tout ce qui est propagande LGBT, éducation sexuelle, etc. Mais les écoles hors contrat, d'une part, et l'école à domicile, d'autre part, sont pour l'instant encore 2 échappatoires sur lesquels il faut évidemment tout miser. Je sais à quel point
Cela peut demander des sacrifices financiers pour les écoles hors contrat. Je précise néanmoins qu'il existe des systèmes de bourses qui sont organisés, qui permettent la prise en charge des enfants issus de familles qui ne sont pas en mesure de payer les scolarités parfois chères dans des écoles hors contrat. Et puis il y a l'école à la maison. Ça demande là aussi évidemment du coup une organisation pratique. C'est-à-dire que évidemment dans ce cas-là, ça veut dire que la maman elle fait l'école à ses enfants et donc c'est aussi à contre-courant de l'idée de la femme qui travaille, voilà. Mais je pense que encore une fois, on n'a rien sans rien et que il faut vérifier quelles sont ses priorités par rapport justement à l'avenir de ses enfants. Je dis que ces deux hypothèses qui sont celles qu'il faut privilégier sont néanmoins, il faut en être conscient, avec une épée de Damoclès sur leur tête, parce qu'il y a un jugement de la Cour européenne des droits de l'homme qui date déjà d'il y a plusieurs années, dans les années 96, si ma mémoire est bonne. Mais là, je m'avance peut-être trop, mais en tout cas, il y a donc un jugement de la Cour européenne des droits de l'homme qui permet à chaque État membre de l'Union européenne, quand il le souhaitera, s'il le souhaite, de profiter des prétextes de lutte contre les activités sectaires pour interdire les écoles hors contrat et interdire l'école à la maison. Donc, encore une fois, ici comme dans tout, ne pas perdre de temps est un mot d'ordre évident. Se réorganiser dans le monde rural, se réorganiser dans la campagne, se réorganiser en y prenant le pouvoir politique, en y implantant une activité économique, l'artisanat, l'agriculture, se réorganiser en y implantant des écoles hors contrat, en organisant des familles pour faciliter l'école à la maison, en y implantant des chapelles, des prieurés, en y implantant des réseaux solidaires pour que les familles puissent s'épauler les unes et les autres, y implanter des médecins, des infirmières, parce qu'aujourd'hui, la désertification en milieu rural, elle s'accompagne d'une disparition dramatique du corps médical. Et évidemment, la vie en campagne implique qu'on n'ait pas un médecin à l'autre bout du monde. Donc là aussi, il faut que, dans l'esprit de servir le bien commun, de la même façon que le métier des armes, le métier militaire est un métier noble, eh bien le métier de l'infirmière, le métier de l'enseignante, le métier du médecin sont des métiers nobles qui, dans un esprit de reconquête, sont particulièrement nécessaires dans une réorganisation à la campagne. Ça marche comme ça? Oui, ça va. Excusez-moi, je reviens vers vous. Je voulais rajouter justement que ces écoles hors contrat, évidemment, dont on profite, c'est les îlots de chrétienté dont parlait Solzhenitsyn à Philippe de Villiers, parce qu'en effet, il y a une grande solidarité, les gens s'entraident, ils ont tous des lopins de terre, parce que c'est des écoles qui sont jamais en ville, mais par contre, une petite chose, c'est que je vois que toutes les familles autour s'arment de plus en plus, parce qu'on nous a quand même dit que c'est une chose d'avoir un potager, mais un jour il faudra le défendre, ce potager. Et je pense que c'est pas être négatif que de se dire que... C'est sûr. Alors là, évidemment, c'est le genre de propos que je peux difficilement tenir avec une caméra en face de moi. Mais voilà, là, on pourra en parler en aparté. Je voulais rajouter simplement, vous parliez de reconquête. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup par rapport à la reconquête,
toute cette migration massive, parce que je pense qu'avec beaucoup de nostalgie, la France des années 50 et autres, c'est fini. On n'arrivera plus à remettre à l'extérieur des personnes qui ne sont pas de chez nous, et on a eu des conférences passionnantes dans des universités d'été qui nous laissaient entendre que les chiffres, c'est par le nombre qu'ils nous auront, et il n'y a pas de solution concrète aujourd'hui pour agir. Alors, je veux mettre un bémol à tout ça. Je pense que, et c'est indispensable, et c'est une leçon pour tout chrétien, c'est un devoir pour tout chrétien. Il y a cette vertu d'espérance qu'un chrétien, qu'un catholique ne peut jamais abandonner. Et cette vertu d'espérance du chrétien, du catholique, elle doit même avoir valeur d'exemple pour ceux qui ne sont pas chrétiens ou catholiques parmi nous. Donc c'est important que nous ayons toujours cela bien en tête, cette vertu. Et puis d'autre part, les leçons de l'histoire. Des situations qui semblaient inextricables ont existé à de multiples moments de l'histoire. Je pense par exemple à l'Espagne. N'oubliez jamais, l'Espagne a été occupée, envahie pendant 8 siècles. 8 siècles. Ça veut dire, en gros, que vous ne voyez pas la libération. Vos enfants ne la voient pas. Vos petits-enfants ne la voient pas. Vos arrière-petits-enfants ne la voient pas. Mais au bout de 8 siècles, elle est là, grâce à Dieu. Donc, ne jamais perdre espoir. La vertu d'espérance, elle est un devoir du catholique. 2, ne jamais perdre à l'idée le fait qu'il faut combattre le mondialisme en nous adressant aussi aux populations immigrées et en leur faisant comprendre à quel point ni eux ni nous ne sommes gagnants dans cette histoire. Seuls les mondialistes sont gagnants dans cette histoire. Seuls les exploiteurs sont gagnants dans cette histoire. De la haute finance qui cherche de la main-d'œuvre bon marché, au réseau de prostitution qui cherche des gamines à mettre sur les trottoirs, ce sont les exploiteurs qui sont les gagnants. Et nous avons le devoir de réinculquer le patriotisme, de le réinculquer aux nôtres, mais de le réinculquer aussi aux autres. Et je pense que le patriotisme, c'est une valeur qui en réalité est naturelle chez la plupart d'entre nous, de quelque origine, de quelque niveau social, de quelque origine ethnique que l'on appartienne. L'amour de la patrie, la terre des pères, est quelque chose de naturel chez la plupart des hommes. Seuls les êtres rendus les plus animalisés et qui donc ne cherchent que la satisfaction, l'hédonisme, peuvent se satisfaire de venir dans un monde qui n'est pas le leur, d'oublier totalement leurs origines et de se vautrer dans une luxure décadente qu'offre l'Occident. Mais si vous vous adressez, et je l'ai déjà fait, à des populations arrivées par le biais de l'immigration, et que vous leur demandez s'ils ont le goût, s'ils ont l'amour de leur patrie, la plupart vous répondent oui. Aiment-ils leur pays d'origine? Oui. Aiment-ils leur famille? Oui. Aiment-ils la terre où est enterrés leurs ancêtres? Oui. Alors le message, voilà, c'est à nous aussi de nous adresser à eux et de leur dire que c'est la seule solution naturelle pour eux comme pour nous. C'est le retour dans leur patrie. De la même façon que nous chérissons la nôtre, ils doivent chérir la leur. Voilà. Seule une minorité est amenée à rester ici pour toute une série de raisons que je ne vais pas détailler. Bon, il y a
ceux qui sont devenus français par le sang versé, et je salue là encore ici évidemment la Légion étrangère, mais il y a différentes façons de servir le pays qui vous accueille. Mais dans la grande majorité des cas, l'ordre naturel veut qu'à un moment ou l'autre, si on leur tient un langage de raison, et si on prend aussi les moyens légaux pour ajouter à la raison la détermination, ils comprennent que le retour dans leur patrie est ce qu'il y a de mieux pour eux, comme pour nous.